Bonsoir et bienvenue à tous. L'Afrique a hâte de figurer dans les instances de décision de l'Organisation des Nations Unies, en particulier au Conseil de sécurité. Avec 54 États, soit 28% des 193 pays membres de l'ONU, l'Afrique estime être en droit de bénéficier de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de cette haute institution mondiale. Pour y parvenir, les dirigeants africains ont soumis en juillet 2005 une position commune africaine à l'Assemblée générale de l'ONU pour la réforme des Nations Unies intitulée le consensus des Uluis. Pour évaluer le chemin parcouru, les chefs d'État et de gouvernement, membres du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, se sont retrouvés ce vendredi 24 novembre dans la ville de Djibouti, en Guinée équatoriale. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dont le pays a déjà accueilli ce sommet du comité des 10, prend part à ce sommet pour approfondir la réflexion sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Au menu de ce numéro de l'heure de vérité, le leadership du président congolais Denis Sassou Nguesso dans le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine C10 sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, des diplomates, l'ambassadeur Roland Bikoumou, chef du département Afrique au ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Bonsoir, Excellence. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites d'être là ce soir. Notre deuxième invité est l'ambassadeur Pascal Gayama. Il est ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, ancien représentant du Congo à l'ONU et ancien président du Conseil de sécurité de l'ONU. Bonsoir, Excellence. En tout cas, merci d'être là. Bonsoir, merci. Notre émission s'articule autour de 2 axes, à savoir le rôle de la composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que le leadership du président congolais Denis Sassou Nguesso et sa contribution aux travaux du comité des 10. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, ouvrons cette émission par l'actualité nationale qui reste marquée par le drame du stade d'Ornano à Brazzaville. Vous le savez, dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 novembre, des dizaines de jeunes ont trouvé la mort dans une bousculade alors qu'ils voulaient s'enrôler pour servir le pays sous le drapeau. Avant de quitter Brazzaville pour la Guinée équatoriale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, très touché par ce drame en sa qualité de père de la nation, a adressé ses condoléances aux familles éprouvées et souhaite prompt rétablissement aux victimes qui sont admises dans les centres médicaux. Quel est votre commentaire sur ce drame d'Ornano, Excellence? Merci bien. C'est l'émotion au plus fort de ce terme-là. Vous savez, les morts, on l'éprouve chaque fois dans les transports, quand nous allons sur les voies qui mènent à l'intérieur du pays, ou que ce soit. Il arrive presque chaque jour, on rencontre qu'il y a des morts. Mais là, des morts de manière inattendue, ça vous brise le cœur tout au moins. Alors je suis vraiment très peiné en tant que Congolais, disons ça comme ça. Okay. Monsieur l'ambassadeur, votre commentaire sur cette actualité si tragique? Merci bien, mais tout a été presque dit depuis que ce drame nous est arrivé. Rien d'autre particulièrement à ajouter, sinon que réitérer cette compassion à l'endroit des familles éprouvées. Perdre des êtres chers, surtout dans la force de l'âge, c'est très dramatique, c'est très pénible. Tout ce que nous pouvons faire, je crois, c'est être de cœur avec les familles éprouvées, essayer de les soutenir à la mesure du possible. Voilà, pas de commentaire particulier. Merci en tout cas pour vos commentaires sur cette actualité qui défraie la chronique au niveau national. Venons-en à notre sujet. Nous parlons donc de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous l'avions dit, les chefs d'État du comité des 10 se sont retrouvés en Guinée équatoriale pour réfléchir ensemble sur la suite à donner à cette revendication de l'Afrique. Excellence, vous avez représenté le Congo à l'ONU. Je vous pose cette question. Quel est en tout cas le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le Conseil de sécurité a un rôle éminent, bien entendu. Il s'agit d'un organe qui est moins
peuplée du point de vue du nombre que l'Assemblée générale, bien entendu. L'Assemblée générale, il s'agit de tous les États. Le Conseil de sécurité, il s'agit d'un certain nombre d'États, dont certains sont qualifiés de membres permanents et d'autres de non permanents. Alors, la particularité des membres permanents, c'est que ils ont été choisis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il se trouve là des pays, disons, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et en général, les membres permanents se dénombrent parmi eux. Les autres membres sont qualifiés de membres non permanents parce que tous les 2 ans, ils sont modifiés. C'est-à-dire qu'un pays comme le Congo a déjà été membre du Conseil de sécurité, au moins 2 ou 3 fois comme cela, sans être pour autant membre permanent. Quand vous dites que le Congo a été, donc c'est une position qu'on occupe momentanément et puis vous êtes remplacé par d'autres États, c'est ça? Voilà, on est élu par l'Assemblée générale comme membre du Conseil de sécurité après avoir soumis sa candidature et être accepté comme tel. Voilà, donc c'est un peu cela. Alors mais aujourd'hui, il s'agit pour les pays du monde de se reconnaître réellement parmi les membres permanents. Parce qu'être membre permanent vous garantit quand même des pouvoirs. Vous décidez sur le sort du monde d'une manière directe, disons, sur ce qu'on appelle d'une manière générale la paix ou la guerre. Alors, les esprits changent, les mentalités, l'actualité, la situation universelle aussi. On se dit tout de même, pourquoi est-ce que ces seuls membres, ceux-là qui ont été vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, puissent être aujourd'hui encore les mêmes à réfléchir, à décider sur le sort des autres. D'autant plus que dans le monde d'aujourd'hui, parmi les membres non permanents, il y a des puissances qui, paradoxalement, étaient des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez le Japon. Par exemple, au plan international, économique et commercial et tout, il figure aujourd'hui parmi des puissances du monde. Alors, il y a là quelque chose qu'il faut peut-être un peu expliciter et puis peut-être justifier un peu. En tout cas, rendre la situation un peu plus juste, un peu plus compréhensible. Alors, je crois que cela fait que tout le monde s'en préoccupe à juste titre. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, l'ONU, comme l'a dit Excellence Gayama, a des membres permanents et des membres non permanents. Le rôle a été étayé d'une partie par l'Excellence Gayama. Quel est selon vous le rôle du Conseil de sécurité? Et actuellement, quel est le pays africain qui figure dans ce cercle de membres non permanents du Conseil de sécurité? Le rôle, c'est la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc là-dedans, c'est consacré par les textes, à commencer par la charte elle-même, qui a voulu. Le Conseil de sécurité, actuellement tel qu'il est composé, avec les membres permanents, c'est le reflet de ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pensé à cette époque-là peut-être une idée noble, mais en tout cas, pour faire différence avec le passé, il y a eu des organisations qui n'ont pas été efficaces en matière de maintien de la paix et de la sécurité. On a pensé qu'il fallait peut-être mettre en place cet organe, à côté de l'Assemblée générale, qui aurait les pouvoirs qui sont les siens en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Le monde a beaucoup changé, des vaincus et d'autres puissances aussi. Et donc, légitimement, l'Afrique, qui a ce droit de revendiquer à juste titre, pour un certain nombre de raisons d'ailleurs. Vous savez, je prends seulement une simple illustration, toutes les grandes opérations de maintien de la paix, elles se sont tous pratiquement en Afrique. Alors, il ne faut pas que l'Afrique soit seulement le théâtre, il faut que l'Afrique aussi voie au chapitre. Là où les décisions doivent se prendre, c'est-à-dire dans le contenu des résolutions. Actuellement, nous avons donc le Gabon, le Ghana et le Mozambique qui siègent pour le compte de l'Afrique au Conseil de sécurité. Des membres non permanents. Bien sûr, non permanents. On verra ce que l'avenir donnera. Tout à fait. Oui. Il y a pourtant plusieurs années que l'Afrique revendique cette position d'être membre permanent. Pourquoi cette revendication n'aboutit pas jusqu'à aujourd'hui?
Là, cette revendication n'aboutit pas. D'abord, j'ai dit qu'elle était légitime, mais il faut faire avec ceux qui sont là, parce que cette revendication, pour qu'elle aboutisse, ça veut dire remise en cause de l'ordre établi. C'est ce que cela veut dire. Puisqu'il faut élargir, il faut ouvrir, il faut permettre aux autres acteurs aussi d'avoir aussi dans le chapitre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, n'aboutit pas. Je crois que l'Afrique a déjà trouvé son consensus. L'Afrique sait ce qu'elle veut, qu'elle demande depuis longtemps. Mais maintenant, il faut s'acheminer. Et ça a été rappelé, nous ne sommes pas seuls aussi. Vous savez, il y a plusieurs groupes aussi, hein, d'États qui veulent, également, à juste titre, on l'a dit aussi. Donc, la démarche africaine est là. Les 10 États sont là pour conduire cette ambition africaine, cette revendication légitime. Mais elle s'inscrit dans la réforme générale du système des Nations Unies. Nous pensons qu'il y a des choses qui ont été faites. Il faut continuer d'avancer. Elle n'a peut-être pas abouti jusque-là, mais c'est la raison d'être justement de ce comité. Excellence Gayama, vous avez été président du Conseil de sécurité de l'ONU, justement. Vous avez été au cœur de son fonctionnement. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours dans cette démarche de revendication de cette place qui ne lui est pas attribuée? Ça peut paraître paradoxal, mais dès lors qu'on est membre du Conseil de sécurité, permanent ou non permanent, on est appelé à gérer cette organisation, à coopérer avec le secrétaire général de l'ONU, avec les Nations Unies d'une manière générale en tant qu'organe. Et là, bien entendu, on fait de son mieux pour faire aboutir les décisions autant que possible à l'unanimité et ne pas subir ou se soumettre à un veto de l'un des membres permanents. C'est ainsi qu'au niveau de l'OUA autrefois, l'Union africaine aujourd'hui, la question a toujours été à l'ordre du jour, d'une manière générale. À l'OUA, on a même vu des grandes puissances venir au sommet des chefs d'État et affirmer la main sur le cœur, qui comprennent la situation de l'Afrique. Ils sont pour que l'Afrique puisse accéder au Conseil de sécurité en tant que membre permanent, bien entendu. Bon, affirmer une chose comme ça d'une manière facile est une chose. Mais, rendu là-bas, les mêmes puissants, vous ne vous attendez pas parler d'une manière aussi articulée pour appuyer la doléance de l'Afrique. L'Afrique a toujours eu des préoccupations depuis l'indépendance de nos pays. Vous savez, notre pays s'est souvent battu pour la libération de l'Afrique. Toute l'Afrique n'était pas encore indépendante en 1960, ni même quelques années après. Il y avait les mouvements de libération, dont nous étions membres aussi, et puis qui faisaient son devoir. L'Afrique du Sud n'était pas encore membre, l'Angola, et beaucoup de pays que vous connaissez. Alors, accéder au Conseil de sécurité par-dessus le marché, c'était un peu lourd. Il fallait commencer au moins par la libération de l'Afrique, pour que, comme aujourd'hui, l'Afrique puisse avoir une voix qui s'écoute, qui est prise au sérieux, qui puisse aboutir à un résultat normal qu'on attend. Cela dit, la bataille est toujours rude, parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui change. Vous avez les BRICS. Là-dedans, il y a quoi? Il y a la Russie, entre autres, il y a la Chine, entre autres, membres permanents. Alors, malgré cette réorganisation du monde, l'OTAN, quel est le rôle de l'OTAN aujourd'hui? L'OTAN ne devrait même plus exister dès lors que l'Europe de l'Est, comme entité, n'existe plus comme telle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a l'OTAN? C'est pour quel rôle, pour quelle mission, etc. Donc, il y a tellement de questions qui se posent dans la réforme du monde d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on se dit, la réforme du Conseil de sécurité, elle aura encore beaucoup de couleuvres à avaler, comme on dit, avant qu'on arrive à un monde dont la répartition, dont l'organisation sera l'affaire de tout le monde. Alors, pourquoi ce Conseil de sécurité, qui ne compte que 5 pays, est au-dessus de l'Assemblée générale, qui, lui, regroupe quand même 193 États? Bon, disons que les organes du Conseil de sécurité ont chacun leur mission. Bon,
On vous parlera aussi de l'ECOSOC qui s'occupe des questions économiques et sociales. Bon, l'Assemblée générale de tout. Alors, quand on dit tout, ça veut dire que vraiment, on peut parler de tout, mais classer quand même les choses par ordre de priorité. Le Conseil de sécurité aura un ordre du jour nécessairement limité, dont les priorités justement dépendront de l'assentiment de chacun des membres d'abord. Au Conseil de sécurité, il y a des questions qui peuvent être adoptées à l'unanimité des 15 membres, pas de problème. Mais il y aura des questions toujours où il faut s'assurer que l'avis de telle puissance qui a droit de voter, droit de veto, sera pris en compte. Vous voyez, quand par exemple les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak, la France de Chirac n'était pas d'accord, la Russie n'était pas d'accord. Enfin, il y avait des vétos. Mais les US, en tant que puissance, n'en sont pas moins allés attaquer un pays. Et puis, bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Comme leçon aussi, bon, évidemment, c'était pas vraiment la gloire du Conseil de sécurité. Monsieur l'ambassadeur Bikoumou, le sommet du C10 s'est tenu ce vendredi en Guinée équatoriale. Quelle serait, selon vous, la contribution de Denis Sassou Nguesso à ce sommet? Depuis qu'on a mis en place ce groupe, cet organe de chefs d'État, enfin de 10 pays, une mission lui a été confiée et les chefs d'État se retrouvent périodiquement pour évaluer justement ce qu'il est entrepris face aussi aux évolutions, parce que les positions aussi peuvent varier au niveau des sous-groupes. Il n'y a pas qu'un seul groupe, comme elle a dit. Il y a beaucoup de groupes au niveau des Nations Unies organisés pour leurs intérêts. L'Afrique, sa position, elle est connue. Et on a pensé qu'on a mis ces 10 États ensemble pour faire avancer notre position commune. Mais cette position commune avance aussi en fonction de l'évolution dans les rapports, quand il y a les réunions dans différents États, les positions avancent. Donc, dans ce cadre-là, les positions des nôtres aussi sont maintenues et il faut faire chaque fois une évaluation et puis avancer. Souvenez-vous que la dernière réunion ministérielle a eu lieu à Brazzaville au mois de janvier, je crois. Et donc, celle-ci aussi a été précédée d'une réunion ministérielle. Entre-temps, il y a eu des réunions également au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a des choses qui sont avancées et il faut qu'ils vous évaluent, qu'ils regardent comment est-ce qu'il faut. Mais l'objectif reste le même toujours. Parce qu'avec la nouvelle évolution, c'est 2 postes de membres permanents avec droit de veto et 2 autres sans droit de veto. Donc, les positions évoluent au fur et à mesure. Donc, chaque fois, les chefs d'État font le point. Ils font le point parce qu'après, au mois de février, il y aura aussi le sommet de l'Union africaine, la conférence. Ils doivent aussi rendre compte. Ils doivent dire à leur père, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le mandat qui leur a été confié pendant l'année écoulée. C'est de concert avec les autres chefs d'État qu'ils évaluent les efforts qui ont été faits entre-temps et ensuite qu'ils essaient de corriger en tenant compte, bien sûr, des impératifs qui restent ceux-là, ceux qui ne bougent pas. Mais c'est la stratégie qui peut changer. Avoir le soutien de tel groupe, comme on en voit maintenant, généralement la position africaine, personne ne la remet vraiment en cause. Mais on peut faire de toutes les proclamations, mais concrètement, il faut faire de sorte que l'Afrique avance, que l'Afrique ait droit au chapitre, parce que on ne peut pas toujours subir ce qui est fait par les autres en notre nom. Il faut que nous soyons impliqués également dans ces résolutions du Conseil de sécurité qui sont déterminantes pour la paix et la sécurité mondiale. Il faut donc que nous soyons impliqués dans la prise, dans le contenu même qu'il faut donner à ces résolutions. Nous ne devons pas seulement être le continent sur lequel on vient tout appliquer, non, nous devons également être impliqués dans le contenu des décisions. Tout à fait. D'abord, vous savez très bien que nous ne sommes pas dans ce groupe par hasard, n'est-ce pas? Vous connaissez très bien notre engagement, l'engagement du président sur les questions africaines. C'est pas la peine de le répéter. Donc, le Congo présent dans ce groupe 10, au titre de l'Afrique centrale, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, mais c'est deux pays présents. D'abord, c'est parce que c'est le fait de notre implication, l'engagement du président est déjà connu, et nous avons nous-mêmes également abrité déjà ce sommet ici dans notre pays. Donc, il s'agit de faire avancer ces idées. Le président
là-dedans est très engagé avec ses pairs et le Congo demeure constant. Excellence Gayama, la contribution du président Denis Sassou Nguesso à ce sommet du C10. Dès lors qu'il est à la tête d'un comité dont on attend à juste titre les résultats qui devront nécessairement être positifs dans la démarche. Cette affaire est une marche d'abord. Il ne s'agit pas que les chefs d'État prennent une décision et que cela soit admis. Oui, ce sera admis par nous les Africains, mais surtout la mise en œuvre. Figurez-vous que l'Afrique a 54 pays membres. Si on donne 2 sièges du Conseil de sécurité aux pays africains, ce seront quels pays? Certains, pour des raisons peut-être immédiates, comme ça, diront le Nigeria est une puissance. Il sera oui. L'Afrique du Sud est une puissance. On vous dira l'Égypte aussi. Mais sur les 54, on n'aura pas fait beaucoup de chemin. Quelle sera la manière de faire adhérer les autres pays, qui sont les petits pays, disons-le comme ça. Chacun, un État est un État, tous les États sont égaux. Pour le principe, est d'accord. Mais comment faire en sorte que 54 pays africains, on puisse en choisir 2 qui soient permanents? Nous ne disons pas permanent en tour de rôle en plus. Tu vois? Comment faire? Alors, la question est encore là. Donc, j'ai l'impression que nous sommes encore au début de la démarche. Parce que, voyez-vous, l'Afrique divisée, sa première force est d'abord son unité. Comment faire assurer cette unité, quel que soit le mode de répartition des tâches et des rôles, premièrement. Et puis, comment faire en sorte que la voix de l'Afrique porte néanmoins parmi les autres voix des autres pays, des autres continents, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, etc. Donc, le chemin est encore long. La tâche est encore ardue. Je crois que nous sommes là en face d'un devoir qu'il faut accomplir, quoi qu'il en soit, pour l'histoire, et que l'histoire puisse reconnaître que oui, l'Afrique a fait de son mieux ou continue de faire de son mieux pour peser de son poids, se faire respecter sur la scène internationale. Au sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU tenu en mai 2014 à Oyo et dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier à New York, Denis Sassou Nguesso a martelé sur la nécessité pour l'Afrique de disposer d'au moins 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Revenons donc sur l'extrait du discours du président de la République Denis Sassou Nguesso à l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames et messieurs, face à l'unilatéralisme qui ronge dangereusement les fondations du bel édifice que tant de générations se sont employées à bâtir depuis 1945. La République du Congo, par ma voix, réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme, gage de justice dans les relations internationales, d'équilibre, d'équité, de paix et de coopération pour un développement partagé. Le multilatéralisme, nous le savons tous, ne peut prospérer que dans un système global juste et équitable. Un système qui soit à l'image non plus des fantasmes du passé, mais des évolutions et des réalités de notre temps. D'où l'impérieuse nécessité de réformer son outil de référence qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'assurer
une représentation plus juste de tous les continents et de tous les peuples du monde. Sur ce chantier, l'Afrique a une position commune, une position conciliante et consensuelle, scellée à Ezulvini, que mon pays n'a jamais cessé de défendre, et ce, depuis plus d'une décennie. Je réitère ici et maintenant l'exigence africaine, légitime à tous égards, de voir deux de ces États siégés au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membres permanents avec droit de veto. Ce ne serait que justice devant l'histoire. Alors, Monsieur l'ambassadeur, nous venons donc de suivre ces propos du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'Assemblée générale de l'ONU tenue en septembre dernier. Quel est votre commentaire sur cette insistance du président Denis Sassou Nguesso? Il s'agit pour nous de conquérir ce à quoi nous avons droit. Et on l'a dit, l'ordre qui est là a été un ordre établi par ceux qui ont sorti de la guerre, ont gagné la guerre, donc on fixait notre... Il faut donc faire cette réforme qui rentre dans le cadre de la réforme générale. Il faut donc la faire, il faut l'obtenir, parce que le monde a changé. On ne peut pas continuer à régler les problèmes du monde, à gérer la communauté internationale, à gérer les relations interétatiques sur la base de ce qui a été fait il y a plus de 50 ans, 60 ans aujourd'hui. Il faut réformer, il faut tenir compte des autres acteurs. Le président est tout à fait légitime qu'il insiste davantage sur ça. Parce qu'aujourd'hui, combat de longue haleine, oui, mais combat avec des avancées. On obtient ce qu'on a obtenir, parce qu'il faut bien que l'Afrique soit représentée. C'est tout simplement ça. Je pense que c'est normal, le président ne se lasse pas de le dire, vous l'avez lui-même dit qu'il le répète, parce qu'il faut le répéter, parce qu'il faut que les autres le comprennent, parce qu'il faut que l'Afrique ait toute sa place, et la place qui lui revient, tout simplement. Nous le savons, Denis Sassou Nguesso est un fin défenseur de la liberté des peuples, prônant donc la sécurité au niveau mondial. Quel est votre commentaire sur cette position de Denis Sassou Nguesso? C'est une position arrêtée au plan continental de manière commune et elle aura bien entendu un impact sur la suite de la démarche qu'il faut assurer au niveau de l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, déjà telle qu'on est, 54 États, comme on disait, on est un grand bloc, mais il y a trop de choses au plan international que nous devons faire ensemble. Cela implique aussi qu'en dehors du Conseil de sécurité, il faut assigner un rôle ou bien l'affiner à l'Assemblée générale elle-même. Parce que l'Assemblée générale, par la suite, elle va se regarder, oui, le Conseil de sécurité, nous l'avons peut-être renforcé, le Conseil de sécurité est devenu un peu plus équitable, mais l'Assemblée générale, elle va faire quoi? Donc il faut ajuster maintenant le rôle de l'Assemblée générale composée de 180 États du monde par rapport au nombre important que va constituer le Conseil de sécurité et faire comme une sorte d'équilibre dans les rôles un peu. Donc, parce que l'Assemblée générale ne doit pas être une assemblée pour voter les lois, pour acclamer, et puis après, chacun rentre dans sa capitale, dit qu'on a été à l'Assemblée générale à New York chaque année. Donc, on a fait quoi par rapport à ce que nous attendons, à juste raison, du Conseil de sécurité. Il faudrait donc que chaque organe de l'ONU ait maintenant un rôle plus actif, plus efficace, plus adapté aux besoins du monde et à la manière dont le monde doit être géré par tous. Vous voyez que
on ne peut pas ne pas faire allusion à ce qui se passe un peu partout aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui dans un seul continent un équilibre, une certaine paix, une certaine sécurité assurée. Quand on parle de la Chine, on voit la question de la Chine de Taïwan. Là aussi, c'est quelque chose qui est devenu une sorte de plaie entre les États-Unis et la Chine, pour abréger les choses aussi. Au niveau de la partie du Pacifique, où la Chine aussi comme puissance essaie de se faire voir, de se faire respecter comme cela. Et bon, tout ce qu'on a dit là concernant l'Europe et les autres continents aussi. Alors, nous sommes donc en Afrique placés devant ce dilemme-là, où nous avons des rôles importants à jouer. Un des rôles dont le Congo aujourd'hui, sous la dynamique du président Sassou, a fait parler d'elle, c'est le sommet des trois bassins. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que dans les jours à venir, le Conseil de sécurité des Nations Unies soit inclusif comme le demande l'Afrique? Mais je répète bien que l'aspiration de l'Afrique, l'exigence de l'Afrique, la revendication de l'Afrique, c'est celle-là. Et il faut qu'elle arrive à son terme. Donc, le chemin a été fait, on l'a dit. Une partie de la route, le chemin a été déjà parcouru en bonne partie. Et aujourd'hui, la position africaine ne pose aucun problème. Mais il faut faire avec les autres qui ont également nos ambitions. Il faut s'unir, il faut faire avancer ensemble. Faire avancer ensemble, donc permettre à l'Afrique d'avoir, je répète encore, droit à la parole. Et il faut que les institutions internationales s'adaptent à la réalité internationale. Écoutez, on a parlé des vaincus de la Seconde Guerre mondiale qui sont aujourd'hui parmi les plus gros contributeurs des Nations Unies. Vous voyez très bien qu'on a tourné la page. Ils font partie de ceux qui financent davantage. Ils ont aussi leur droit à dire un mot. Vous avez un pays comme l'Inde, aujourd'hui, le pays le plus peuplé au monde. On dit que l'Afrique, d'ici, je ne sais pas combien de temps, aura une population le plus peuplée du monde. Et des opérations de maintien de la paix, c'est ici. Tout ce qu'on peut imaginer comme intervention des organisations internationales, maintien de la paix, en Afrique. Les 2/3 des résolutions du Conseil de sécurité concernent le continent africain. Le nombre d'États que nous sommes, vous savez très bien que nous sommes nombreux. Et donc, on aura de la force, on aura davantage encore avec cette intégration par la zone de libre-échange. On va arriver à faire... L'ASLECAF. Oui, l'ASLECAF va arriver à nous donner un peu plus encore de poids, un peu plus encore d'avantage, parce que dans l'unité, parler ensemble et effectivement avoir une économie qui est intégrée donne encore beaucoup de force. Nous, ce combat importe également en matière d'intégration, parce que l'intégration commence au niveau de chaque sous-région. Là également, notre pays n'est pas en reste pour faire avancer l'intégration régionale, parce que, vous savez, nous sommes parfois des petits pays, il faut l'unité pour faire la force. L'unité à notre niveau, l'unité en Afrique de l'Ouest, l'unité un peu partout, et ensuite cette zone, et ensuite une Afrique qui pèse, parce que finalement, il faut aussi te donner les moyens, il faut aussi peser économiquement pour pouvoir imposer aussi des réformes politiques. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Est-ce que, selon vous, Excellence, l'Afrique est entendue au niveau de l'ONU sur cette revendication? Y a-t-il des évolutions à ce niveau? Très bonne question. Sommes-nous entendus? Le monde de l'ONU, disons, c'est ce qu'il est. En général, pour s'opposer là-bas d'une manière frontale à un autre pays, bon, il faut vraiment avoir un problème avec ce pays-là. Sinon, on dit oui, les Africains ont raison, on a raison. Et très souvent, ce que des contenteurs de l'Afrique disent, le oui diplomatique. Bon. À l'ONU, on dit oui à tout le monde. Voilà pourquoi là-bas, c'est rare de trouver les pays en guerre s'affronter frontalement.
On évite ça pour en tirer la conclusion que dès lors qu'il n'y a pas la guerre, il y a encore la chance pour la paix, pour promouvoir la paix, pour la développer. Tant que l'ONU existe, il faut espérer que c'est un organe essentiel pour la paix du monde. Et ce que nous souhaitons, c'est que les organisations régionales, les organisations à caractère spécifique puissent faire de leur force, de leur entre-gens, de leur activité, un apport par rapport aux activités générales que les autres font également. Parce que personne ne va là-bas vraiment pour dire « je n'aime pas la paix, je vais à l'ONU » comme ça. Il y a des pays qu'on peut exclure. Il y a eu des exemples là-dessus. Il y a eu des pays qui, pour des raisons ou d'autres, ne participent pas à ces activités-là. Vous prenez par exemple, quand on dit aujourd'hui qu'il y a 2 Corées, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a sûrement une Corée qui est acceptée, l'autre pas. Autrefois, il y avait 2 Allemagnes. Bon, maintenant, il y a une seule Allemagne. Tant mieux, pourvu que ça tienne. Mais ça ne nous dit pas, par exemple, que l'Europe a déjà retrouvé son leadership, sa paix, sa mentalité collective. La guerre de l'Ukraine, aujourd'hui, en est un exemple. On ne sait pas où, jusqu'où ça ira. Les pays du nord de l'Europe qui étaient un peu dans la neutralité, qui respectaient l'Union soviétique, maintenant intègrent l'OTAN, etc. Alors, c'est des choses qui donnent à boire et à manger à la communauté internationale et à l'ONU. Donc, on aura toujours, j'ai l'impression, quelque chose à faire. Parce que les êtres humains ne sont pas des animaux si paisibles que ce soit. Quoique nous soyons aujourd'hui supérieurs aux animaux à 4 pattes, cela ne dit pas que nous, les humains, notre travail soit affaibli ou que tel progrès ne suscite pas tel autre problème qu'il faut aplanir, qu'il faut modérer, qu'il faut associer à ce qui se fait ailleurs. Mais l'essentiel, c'est justement la volonté. Et ce que nous disions du Conseil de sécurité là, d'autant plus d'importance que le rôle de cet organe-là est justement de promouvoir la paix et la sécurité. Et qui dit paix et sécurité dit vraiment presque l'essentiel de ce que le cœur et les esprits des hommes attendent. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, nous tendons vraiment vers la fin de cet entretien. Quelle est la suite à donner à cette démarche africaine? La suite à donner, d'abord, c'est la suite espérée. La suite espérée, justement, c'est que la réforme aboutisse. Maintenant, au sortir de là, les chefs d'État du comité des 10, par rapport à la mission qui leur est affectée, qui leur est attribuée, regardent sans doute les moyens de parvenir à ça. Sans doute corrigent, regardent quelles sont les alliances, parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs groupes qui se réunissent, dans quelles sont les alliances qui permettent d'avancer la réforme, et celle du système des Nations Unies, la réforme, et celle du Conseil de sécurité, parce que c'est l'organe en matière de paix et de sécurité. Il n'y a pas 36 000 solutions que de la faire avancer. Ça peut prendre le temps encore que ça pourra prendre, mais il faut que ça avance. De toute façon, il y a des choses qui s'accélèrent aussi parfois. Au moment où on n'espère pas, on voit bien qu'il peut y avoir un coup d'accélérateur. Tout à fait. Donc il faut continuer, il faut rester constant. Et je pense que les chefs d'État sont sur cette ligne. Donc c'est un combat de longue haleine, vous savez. C'est un combat en face. Il y a ceux qui ont des positions acquises et il y a des États qui essaient de faire avancer pour que l'ordre international soit plus démocratique. Excellence Gayama, pour terminer, le chemin est encore long selon vous? Oui, paradoxalement, le fait pour les États d'exister, demande de leur part des actions toujours dans le sens positif. À partir des résolutions communes qu'on prend à cette fin et à partir de l'attitude que chacun adopte pour faire que chacun des États soit un maillon important du groupe que nous faisons. Et nous
sommes en Afrique ici particulièrement appelés à cela. Regardez, quand on dit, je dis l'Afrique centrale. Oui, l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, sommes-nous unis, suffisamment unis? Est-ce que nous sommes intégrés, suffisamment intégrés, dans tous les sens du terme, hein? On compte tous les pays du Cameroun, au Tchad, la Guinée équatoriale, la RDC, nous et tout. C'est tout ça. C'est à travers un miroir commun que nous devons nous regarder chaque fois. Chaque fois qu'on pose l'acte, le moindre acte qu'on doit poser doit pouvoir servir, être au profit des autres aussi, pour que nous puissions constituer un centre de progrès pour nous-mêmes et pour l'ensemble de notre continent en particulier. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment d'être passé sur ce plateau de l'heure de vérité. Merci pour tous ces éléments que vous avez mis à la disposition de notre public concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà qui met un terme donc à cette émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ambassadeur Roland Bikoumou. Il est chef du département Afrique au ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Nous étions également avec son Excellence Pascal Gayama, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, ancien représentant du Congo à l'ONU, et à ce titre, il a été président du Conseil de sécurité de l'ONU. En tout cas, merci pour votre fidélité. À très bientôt sur nos antennes.